Depuis le dernier épisode, Diap sait parler. On lui pose une question. Il répond. Alors je décide de le mettre à l'épreuve. Je lui demande, ai-je besoin d'un parapluie à Lyon aujourd'hui? Et contre toute attente, Diap ne répond pas. Il s'arrête, puis il dit, attends, je ne peux pas répondre. J'ai besoin d'aller regarder. Et c'est précisément à ce moment-là qu'un modèle de langage devient un agent IA. Pourquoi il s'arrête? Le LLM est figé. Imagine un médecin. Tu lui demandes, quel temps fait-il dehors? Il te répondrait, je n'en sais rien. Pourtant, il est très intelligent. Pourquoi? Parce qu'il est dans son cabinet. Il doit regarder par la fenêtre. C'est exactement le problème d'un LLM. Donc, en réalité, un modèle de langage ne connaît pas la météo d'aujourd'hui. Il ne connaît pas l'heure. Et surtout, il ne connaît rien du monde réel depuis son entraînement. Un agent, lui, ne devine pas. Il va chercher. Et c'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va donner des yeux à Diap. Donc, encore une fois, soyons précis sur le problème. Un LLM, c'est une immense mémoire, figée au moment de son entraînement. Il connaît énormément de choses générales, mais rien de ce qui est actuel. Rien de spécifique à toi. Rien de ce qui bouge. La météo, elle, bouge. Ton agenda, lui, t'appartient. Et pour parler à une API, on utilise une adresse. Regardez celle-ci. Pour un débutant, c'est juste une chaîne de caractères. Mais pour un architecte, cette adresse raconte déjà énormément de choses. Elle est composée de 4 parties et chacune a un rôle précis. HTTPS, c'est le protocole. Comment on communique, ici via une connexion sécurisée. WTTR.IN, c'est le serveur. /Bruxelles, c'est le chemin. Quelles ressources précises on demande? Et enfin, point d'interrogation, format égale J1, c'est un paramètre. Une option supplémentaire qu'on ajoute à notre demande. Ici, en gros, renvoie-moi les données dans un format lisible par une machine. Et c'est ça, le changement de perspective. Quand vous lisez une URL comme celle-ci, vous ne voyez plus simplement du texte. Vous voyez une requête structurée. C'est ça, le regard de l'architecte. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, on envoie la requête et la réponse arrive. Mais pas sous la forme d'un texte facile à lire. Elle arrive en JSON, un format conçu pour échanger des données entre machines. Au premier regard, ça peut ressembler à un énorme pavé de texte. Mais en réalité, tout est parfaitement structuré. On a des paires et clés-valeurs, entre accolades, et des listes entre crochets. Et quand on écrit, données égale réponse.json, Python transforme cette réponse JSON en structures Python, principalement des dictionnaires et des listes. À partir de là, on peut naviguer dans les données. Par exemple, actuel égale Donis, current condition. J'ouvre la clé current condition, je prends le premier élément de la liste et j'obtiens les données de la météo actuelle. Le JSON n'est donc pas un obstacle, c'est simplement une structure qu'on apprend à lire. Mais attention, il reste un problème, et c'est le plus important. Dans mon code de tout à l'heure, c'est moi qui ai écrit « Va chercher la météo de Bruxelles ». Moi, à l'avance. Or, je ne peux pas deviner toutes les questions qu'on posera à Diap. Si quelqu'un demande la météo à Lyon, à Tokyo, ou vous demande l'heure, je ne vais pas coder chaque cas. La vraie solution, c'est de laisser Diap décider lui-même. On lui présente un outil. Voici une fonction météo. Elle a besoin d'une ville. Et c'est lui qui choisit de l'utiliser. Et avec quelle ville? Ça s'appelle le function calling. Et ça fonctionne en 4 temps. 1. Je pose la question en présentant l'outil. 2. Diap ne répond pas du texte. Il répond « Appel get météo avec ville égale Lyon ». Il a lu la question. Il a compris qu'il fallait la météo. Il a extrait Lyon tout seul. 3.
C'est mon code qui exécute vraiment la fonction et récupère 21 degrés. 4. Je renvoie le résultat à Diap, qui rédige alors la vraie réponse. Retenez cette phrase, c'est la définition d'un agent. Le LLM décide, le code exécute. Diap n'est plus un modèle qui parle, c'est un système qui agit. Si certaines notions vous semblent encore floues, dites-le moi en commentaire. Cette chaîne est justement là pour ça. Et si ce format vous plaît, pensez à vous abonner et à laisser un petit like. Allez, on reprend. Beaucoup de personnes pensent qu'il y a 2 appels parce que c'est une contrainte technique. En réalité, ils n'ont pas le même rôle. Le premier appel sert à décider. Et entre les deux, c'est bien notre code qui exécute l'action, comme on l'a vu précédemment. Puis vient le deuxième appel, qui sert à raisonner et répondre. C'est seulement après avoir reçu le résultat de l'outil que Diap a enfin accès à cette information du monde réel. Et au fond, c'est ça, le function calling. Ce n'est pas simplement 2 appels au modèle. C'est toute une danse en 4 temps. On décrit l'outil, DIAP décide de l'utiliser, notre code l'exécute, puis DIAP reçoit le résultat et répond. Et c'est dès le premier appel, lorsqu'on lui présente l'outil, que Diap acquiert la capacité de regarder au-delà de sa mémoire. Les yeux sont là. En bonus, posons une question complètement différente et regardons ce qui va se passer. Cette fois, je ne demande pas la météo. Je demande simplement, explique-moi ce qu'est un nuage. Et observez bien. Diap a toujours accès à son outil météo. Mais est-ce qu'il va l'utiliser? Et regardez, Diap n'appelle pas l'outil. Pourquoi? Parce que l'outil est disponible, mais il ne l'utilise que lorsqu'il est pertinent. C'est important. On ne lui dit pas « appelle toujours la météo ». On lui donne une capacité, et c'est lui qui décide, en fonction de la question, s'il en a besoin. C'est précisément ce comportement qui commence à transformer un simple modèle en agent. Diap voit, maintenant, mais il a encore un défaut. À chaque question, il repart de zéro. Il ne se souvient de rien. La prochaine fois, on lui donne une mémoire. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et dites-moi en commentaire quel outil vous aimeriez que Diap sache utiliser.